L'assurance, c'est un acte d'amour. C'est la solidarité à l'ancienne. C'est un mécanisme de solidarité. Déjà, il faut savoir que le produit existe. Une fois qu'on sait que le produit existe, il faut avoir confiance. Tant qu'on n'aura pas réussi à améliorer le taux de pénétration, la problématique de la confiance se posera toujours. On a de l'expérience et on confie le reste à Dieu. C'est ce que le commun des Ivoiriens penserait. De façon générale, les populations ne comprennent pas, ils ne savent pas exactement pourquoi ils doivent s'assurer, ils ne voient pas l'intérêt. Si pour souscrire, on doit remplir 50 papiers, renseigner 7 fois son nom, c'est Ça peut compliqué. être compliqué. Si la souscription se fait en quelques clics pour manifester sa volonté, on augmente les chances de faciliter l'adoption du produit. Lorsqu'on parle d'assurance inclusive, non, ce n'est pas seulement les prix. Et ce n'est pas aussi d'assurance au rabais. Il faut que les régulateurs s'adaptent un peu plus à la tournure des choses dans l'environnement dans lequel on est. Je pense que le tout papier doit être considéré comme une option du passé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NCA 5 sur 5, votre nouveau rendez-vous pour mieux comprendre, décrypter et anticiper les enjeux de l'assurance inclusive en Afrique. J'ai l'honneur pour ce premier épisode d'avoir sur le plateau Monsieur Dochamou Magloire, directeur général de NCA Assurance en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour Patricia. Merci. J'ai également avec moi le directeur général adjoint de NCA Assurance Vie, Monsieur Akou Gérard. Bonjour. Bonjour Patricia. Et nous avons également le plaisir d'avoir Monsieur Katié Bamba, directeur général de Wave Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question aussi simple qu'essentielle à leur poser. Comment définiriez-vous l'assurance en quelques mots simples et clairs pour nos internautes? Alors, pour définir assez simplement l'assurance, moi je vais dire que l'assurance, c'est un mécanisme de solidarité. C'est un acte de prévoyance, c'est une promesse qu'on fait. On fait la promesse à un client, on lui dit que lorsque l'imprévu surviendra, on sera avec toi, on sera ensemble, tu ne seras pas seul. C'est vraiment ça l'assurance. Donc, l'assurance, pour Monsieur Akou Gérard, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et pour vous, Monsieur Magloire? Merci Patricia. L'assurance, c'est un mécanisme donc de solidarité et qui fait que un ensemble donc de personnes qui sont exposées à des événements. Ça peut être, ces personnes-là craignent un risque donc d'incendie, d'accident. Donc, c'est ces personnes-là qui, exposées à des risques de la vie de tous les jours, donc à l'hypothèse donc de réalisation donc de ces risques-là, qui se mettent ensemble pour, on va dire, confier la gestion donc de ce risque-là à un assureur. Et cet assureur-là, lui, il récupère ce que nous appelons dans notre jargon. Bon, malheureusement, on n'a pas un autre terme pour le dire, c'est une prime, en tout cas quelque chose que vous payez pour dire que lorsque l'un d'entre nous a une difficulté, l'assureur viendrait donc à la ressource. Donc, en fait, c'est la solidarité à l'ancienne africaine qu'aujourd'hui nous avons transcrit dans les assurances de façon simple. Donc, on est exposé à des risques. On se met ensemble pour dire que lorsque l'un d'entre nous va avoir donc ce que nous craignons, on viendrait à son aide. Et aujourd'hui, c'est l'assureur qui fait office donc de centralisateur et qui met tout ça en mouvement. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Et pour vous, Monsieur Bamba? Pour moi, c'est le fait de payer un montant donné pour se couvrir. Bon, là, c'est quand on est sur l'assurance non-vie, pour se couvrir contre un risque qui peut arriver et pour lequel le montant payé peut se retrouver inférieur au montant dont il pourrait bénéficier dans le cas où arriverait l'événement contre lequel il veut se couvrir. Donc, effectivement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a un mécanisme de solidarité parce que c'est ce qui aura été cotisé par l'ensemble des clients de ce produit-là qui pourra être utilisé en partie pour couvrir celui qui aura été victime du sinistre. Donc ça c'est le point de départ en réalité du produit d'assurance. Mais ça pose un certain nombre de sujets. C'est définir le bon montant à payer pour chacun des utilisateurs. Et le bon montant, il va dépendre de la probabilité d'occurrence de l'événement contre lequel on veut couvrir les utilisateurs.
Et donc, il y a des questions de rentabilité sous-jacentes pour les assureurs qui vont se poser. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que la solidarité est le mot qui ressort le plus et la prévoyance également, car on n'est jamais à l'abri d'un sinistre. Alors, nous avons 3 rubriques dans notre nouveau podcast et la première est le dossier sans filtre. Dans le dossier sans filtre, il s'agit de présenter un fait réel ou un témoignage qui met en évidence les risques auxquels les assurés peuvent être confrontés. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de Kojo. Kojo, 32 ans, est un père de famille discret mais travailleur, marié depuis 5 ans à Habiba, une femme de ménage, et ils ensemble élèvent une petite fille de 2 ans, Emma, leur plus grande fierté. Depuis 10 ans, Kojo exerce le métier d'électricien à son propre compte dans le secteur informel. C'est un travail qu'il aime profondément. Chaque jour, il se rend sur les chantiers, armé de son expérience et d'un savoir-faire qu'il a patiemment construit au fil des années. Il sait que son métier comporte des risques, mais il se sent confiant. « Je suis prudent et je maîtrise mon boulot », répète-t-il souvent. Mais un jour, tout bascule. En installant un système électrique dans une maison en rénovation, Kojo grimpe sur un escabeau comme il l'a fait des centaines de fois auparavant, mais cette fois, le matériel cède. Il descend brutalement de 3 mètres. Résultat, une fracture au bras et plusieurs côtes cassées. À l'hôpital, le verdict tombe, immobilisation totale pendant au moins 8 semaines. Pas de travail, pas de revenus. Le choc est immense, pour lui comme pour sa famille. Très vite, les premières factures arrivent, les frais médicaux, les dépenses du quotidien et le loyer. Tout devient une montagne insurmontable. Ses économies fondent comme neige au soleil, une montagne insurmontable. Kojo réalise alors à quel point un accident, même court, peut bouleverser toute une vie. Il ne dispose d'aucune protection. Alors, je vous demanderai, messieurs, après avoir entendu l'histoire de Kojo, à votre avis, a-t-il raison de penser que son expérience suffit à le protéger des accidents liés à son métier? Merci Patricia. Je pense que la conclusion à laquelle Kojo lui-même il est arrivé, c'est-à-dire que un ensemble donc de choses qui tombent sur lui, des factures qui tombent, le loyer qu'il n'arrive pas à payer, suffisent à nous dire que l'expérience ne suffit pas. Ça repose, comme le disait le DG de Wave tout à l'heure, la problématique que nous avons à dire que il faut que les populations, de façon générale, comprennent que on peut être dans son domaine d'activité, on peut avoir de l'expertise, mais cette expertise-là a besoin donc d'être accompagnée par des mécanismes donc de sécurité et de solidarité. Dans ce cas, très clairement, c'est évident que si Kojo était assuré, en revenant à l'explication de tout à l'heure où on disait ensemble qu'on paie une cotisation ou une prime et que lorsque le risque se réalise, l'assureur vient à la rescousse. Très clairement, s'il avait payé une prime d'assurance, il n'y aurait pas eu de facture qui s'amoncelle, il n'y aurait pas eu de loyer qui s'amoncelle parce que, naturellement, l'assureur viendrait jouer son rôle et pour le soulager donc, de cette... Donc, l'expérience ne suffit pas. On peut être bon techniquement dans son métier, mais c'est important vraiment de s'assurer et de prendre les assurances qu'il faut en fonction donc de son secteur d'activité. Merci beaucoup. Et on reviendra justement sur quelle assurance sied à M. Kojo dans sa situation. Et vous, M. Bamba? À l'écoute de ce cas-là, je me pose un certain nombre de questions, au nombre desquelles est-ce que Kojo est au courant de l'éventail de ce qui est possible et de ce qui existe en termes de produits d'assurance? Et je pense que la réponse est non, en réalité. Et ça pose le point de ce qui doit être fait pour permettre à monsieur tout le monde, parce qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est plutôt dans l'informel, qui n'a pas de protection, qui est auto-entrepreneur. Ça pose la question de comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que toutes ces personnes-là, et c'est l'essentiel de nos populations, puissent être au courant de ce qui existe comme produit d'assurance. Et donc, ça pose un certain nombre de questions relatives
la manière de présenter les produits, de structurer les produits, de promouvoir les produits, et donc, in fine, de favoriser l'adoption. Moi c'est comme ça que je pose le point, et je pense que ça ouvre un grand débat sur la manière dont on doit s'y prendre pour s'assurer que les gens sont au courant des produits d'assurance et comment est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne un réflexe pour les gens lorsque ils travaillent d'aller vers ces différents produits-là. D'accord, bien compris. Et vous, monsieur Akou Gérard, quelle est votre vision sur la situation de Kodjo? Alors, la situation de Kodjo, c'est une situation, je pense, vécue par plusieurs Ivoiriens en réalité. C'est symptomatique justement du niveau de compréhension des offres d'assurance et des produits d'assurance que nous avons. Mais en réalité, Kodjo, qui dit que son expérience suffit, c'est ce que le commun des Ivoiriens ou le commun d'Africains penserait. On a de l'expérience et on confie le reste à Dieu. Dieu est le premier assureur, ça c'est clair. On confie le reste à Dieu, ou on peut dire qu'on verra bien, c'est Dieu qui est fort. Donc, on a souvent des aptitudes où on ne prend pas en compte la prévalence, la sécurité. Et très souvent, on peut penser que l'imprévu n'arrive qu'aux autres. Or, l'imprévu peut arriver à tous. Et c'est pourquoi, justement, comme l'imprévu peut arriver à tous et qu'on ne sait pas à quel moment l'imprévu peut arriver, il faut justement se prémunir des effets financiers de l'imprévu. D'où l'importance donc de l'assurance. Mais comme l'a dit le DG de Wave, ça pose toute la problématique de la compréhension de l'assurance qui est là justement pour faire face à l'imprévu. D'accord. J'ai une dernière question avant de passer à la seconde rubrique, rapide donc pour tous nos invités. La question est donc, pourquoi d'après vous, certains professionnels hésitent ou refusent de souscrire à une assurance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au niveau de la sensibilisation pour les convaincre? Monsieur Bamba, je vous laisse la parole. Pour moi, on a la problématique de la connaissance du produit. Oui. Déjà, il faut savoir que le produit existe. Et une fois qu'on sait que le produit existe, il faut avoir confiance. Et la confiance, je pense, c'est un des gros challenges pour les assureurs. Il y a quelques années, dans une autre vie, on avait fait pas mal d'analyses. On s'était rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas confiance aux assureurs parce qu'ils avaient le sentiment qu'en cas de sinistre, ils ne seraient pas indemnisés. Ou il y aurait trop de préalables, trop de questions, etc., pour éviter de prendre en charge ce pourquoi ils avaient souscrit au produit. Donc, il y a un problème de communication, il y a un problème de rétablissement de la confiance d'une manière générale. Aucun assureur n'est ciblé, mais c'est une perception générale. Et j'ai envie de dire, le client est roi. Si le client a le sentiment qu'il y a un problème, il faut l'adresser. Pour que ça marche, nous, l'expérience qu'on a eue dans le mobile money, c'est de ne pas se limiter à la communication média classique. D'ailleurs, on l'a très peu fait historiquement de spots publicitaires, etc. En revanche, on a beaucoup investi sur le terrain. L'avantage d'aller sur le terrain, c'est d'être en contact direct avec la personne qu'on souhaite convaincre et de pouvoir directement répondre à ses préoccupations, à ses questions. Ce qui n'est pas possible lorsque la personne est dans une position passive où elle voit un spot télé. Je vois un spot télé, je me pose des questions, à qui je demande. Là, on a une problématique. En revanche, j'ai quelqu'un qui vient me voir sur mon chantier, sur mon lieu de travail, qui me parle d'une assurance. Si j'émets des objections, il a un argumentaire commercial qui peut lui permettre de pouvoir me convaincre in fine. C'est ça. Sauf que si d'une part, c'est très efficace, on l'a vu avec le taux de pénétration de nos produits, de l'autre côté, ça a un coût. Ça a un coût parce que vous allez mettre beaucoup de monde sur le terrain, évangéliser d'une certaine manière des clients potentiels. Donc, il y a un coût. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter d'investir à un moment donné pour pouvoir récolter les fruits et d'investir massivement. Ce qui n'est pas dans l'ADN classique des assureurs, de dire je mets des gros montants, j'accepte que dans une période donnée, je puisse éventuellement ne pas
avoir les revenus associés, mais pouvoir le récolter dans le futur. Donc, il y a des modèles intermédiaires qui peuvent se trouver, mais c'est à ce prix-là, me semble-t-il, que le taux de pénétration pourra aller de l'avant. Oui. Les gens connaissent l'assurance santé, Mhm. c'est surtout ça. Après, tous les autres produits de prévoyance, ces assurances professionnelles-là, etc., sont très peu connus en réalité. Et donc, c'est un travail titanesque, mais qui est possible. Qui est possible parce que ces produits-là ont pour objectif de pouvoir répondre à de vraies problématiques. Le cas de M. Kodjo, c'est terrible et ça peut arriver en réalité à l'essentiel des travailleurs en Côte d'Ivoire. Et qu'en pensez-vous, Monsieur Gérard? La perception que les gens ont de l'assurance, c'est une perception totalement erronée. Magloire l'a dit tout à l'heure, c'est comme si lorsqu'on souscrit un produit d'assurance, on enrichit une compagnie d'assurance. Non. L'assurance, c'est la modernisation de la solidarité africaine. Donc, tout Africain devrait être assuré. Pour prendre des exemples, donc, pour que la perception puisse changer et comprendre qu'on a vraiment besoin de s'assurer, lorsqu'on est dans un village, peu importe, il y a un cas de décès, on ouvre un cahier, les gens cotisent, on prend la somme, on remet à celui qui est endeuillé. C'est ça l'assurance. C'est la tontine de la prévoyance. Donc, on gagnerait tous à être assurés parce qu'on ne sait pas à quel moment l'imprévu peut survenir. Donc, c'est cette perception-là qu'on devrait changer. C'est vrai qu'il y a des contraintes réglementaires, mais on a besoin d'innovation, de changer notre manière également d'aborder les sujets assurantiels. On doit rendre nos produits simples, très, très simples, pour que des personnes comme Kodjo, évoluant dans le domaine informel, puissent comprendre, que les chauffeurs de Yango puissent comprendre, les chauffeurs de taxi puissent comprendre, la dame qui va au marché puisse comprendre. Donc, la simplification de nos offres est un facteur important pour l'assurance, offrir l'assurance au plus grand nombre. Il y a également l'accessibilité. Il faut que les tarifs puissent répondre à leurs revenus. On a parlé également de promesses, donc le service. Lorsqu'il y a une indemnisation, on a toujours l'impression que l'assureur complexifie donc le processus, justement pour ne pas avoir à payer. Non, en réalité, nous appartenons également à rendre le processus d'indemnisation assez simple pour que le client ou la personne qui est assurée puisse se retrouver et sentir qu'il est accompagné au moment où il a un malheur. Et ça, c'est un rôle qu'au niveau du groupe NCA, c'est ce défi-là que nous avons décidé de relever. Merci beaucoup pour ce partage précieux. L'assurance n'est pas votre ennemi. L'assurance est là pour vous sauver, pour vous aider. C'est la tontine de la prévoyance. On va l'embaucher. Hein. Alors, nous allons passer à notre seconde rubrique, le micro des experts. Pendant 15 minutes, je vais poser des questions à nos experts ici présents qui répondront avec leurs connaissances sur la thématique assurance inclusive ou assurance accessible à tous. Mais avant cela, j'ai une petite question pour vous, messieurs. Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une situation où vous n'étiez pas assuré, vous avez oublié de vous assurer ou votre assurance a expiré et c'était trop tard? Je dirais oui, puisque je n'ai pas commencé dans le secteur de l'assurance. Oui. J'avais dans le temps un véhicule et j'avais besoin d'avoir une couverture d'assurance automobile. Lorsque je suis arrivé dans la compagnie, j'étais préoccupé par le prix. C'était ça mon défi. Donc, je voulais avoir les prix les plus bas possibles parce que dans mon entendement, l'assurance, c'était franchement juste une formalité pour ne pas avoir de problèmes sur la route et tout. Ce n'était pas vraiment pour me prémunir d'un risque éventuel. Donc, j'étais avec le monsieur de la compagnie d'assurance et je lui disais à chaque fois, ça, c'est la ligne, là, c'est obligatoire. Il dit non, donc enlève. C'est obligatoire, enlève. C'est obligatoire. Donc, j'ai payé une petite prime et j'étais bien content. Mais quelques temps après, j'ai eu un problème sur mon véhicule. Donc, tout naturellement, je suis allé voir l'assureur, faire ma déclaration, vraiment avec une certaine aisance pour dire, bon, écoute, je suis assuré, je veux que je sois indemnisé. Il dit, non, monsieur, dans votre contrat, il n'y a pas ça. Il dit, mais il faut bien expliquer, tu t'avais expliqué, j'aurais pris. Donc, c'est pour dire que oui, ça arrive, on oublie de
de prendre toutes les garanties pour avoir une couverture totale. Comme quoi, il faut vraiment bien connaître ses offres d'assurance. Surtout, il ne faut pas être Important. guidé par le prix. C'est ça. Il faut être guidé par la protection. C'est moins C'est ça qui est cher, le donc plus je important. prends Ouais. non. Alors, la première question en relation avec la thématique que je vais vous poser à tous. Quand on parle d'assurance inclusive, à quoi cela vous fait-il penser? Est-ce seulement une question de prix ou cela va-t-il au-delà? Alors, lorsqu'on parle d'assurance inclusive, non, ce n'est pas seulement le prix. Ce n'est pas seulement le prix. Et ce n'est pas aussi d'assurance au rabais. En réalité, l'assurance inclusive, c'est comment on intègre, comment on offre de la protection à des personnes qui sont hors du système classique. D'accord. Merci beaucoup. Et vous, monsieur? Personnellement, la problématique aujourd'hui, c'est que de façon générale, les populations ne comprennent pas, en tout cas, ils ne savent pas exactement pourquoi ils doivent s'assurer. Ils ne voient pas l'intérêt. Donc pour moi, qu'il s'agisse donc des populations à faible revenu et des autres, on a un débat. C'est de travailler à ce que les gens comprennent pourquoi ils doivent s'assurer. Une fois qu'on a compris ça, que ce soit celui qui a un revenu faible ou bien celui qui a... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'essaie d'aller un jour faire une prospection chez quelqu'un qu'on m'a indiqué. On va dire que c'est un gros bonnet, un joli palace. C'est quand même un joli palace. C'est le genre de maison dans lequel vous avez envie de vivre. Mais vous vous rendez compte qu'à la fin, quand on a communiqué la prime d'assurance, mais la prime d'assurance, elle est à peine multi-habitation, comme M. Bamba le disait tout à l'heure. À peine 1 million de primes, quoi, sur l'année. Mais c'est une baraque qui peut coûter le milliard. Mais cette personne a trouvé le moyen de dire que c'était cher. Donc, c'est de dire que la question ne se pose pas seulement au niveau donc, des faibles revenus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à montrer aux gens pourquoi il faut s'assurer. Une fois que la personne a compris ça, qu'elle se trouve faible revenu ou bien revenu plus élevé, elle va souscrire et elle va se protéger. Au passage, lorsque vous avez une baraque à 100 millions, 50 millions, 20 millions, 30 millions, même si vous avez les moyens, l'assureur, quand vous êtes assuré, en cas de sinistre, l'assureur vient. Donc, les fonds que vous allez utiliser, si vous n'êtes pas assuré pour reconstruire ce bien, vous pouvez utiliser ça pour faire autre chose. Donc, c'est le sens. Donc, moi, je ne voudrais pas focaliser l'attention sur les assurances inclusives, mais je dis, c'est un sujet à adresser, et Gérard l'a bien dit, mais il faut voir de façon plus globale. D'accord, c'est bien compris. Et votre vision, monsieur Bamba, là-dessus? Je pense que l'essentiel est dit. Le vrai challenge, c'est de réussir à faire en sorte qu'il y ait le niveau de pénétration le plus important possible des produits d'assurance. Donc, ça va passer par le prix, puisqu'on est dans des pays relativement pauvres. Mais ça va être en plus du prix, toutes les promesses qui vont être faites par les assureurs et la crédibilité de ces promesses-là, qui, elle, va dépendre des pratiques des assureurs en matière d'indemnisation en cas de sinistre. Donc, c'est vraiment un défi qui est énorme pour les assureurs, parce que jusqu'à présent, on va dire que ça n'a pas encore marché. Parce que quand on regarde le taux de pénétration des assurances chez nous, il reste très faible. Donc, l'ensemble de ce qu'on va faire doit être inclusif. Parce qu'il y a justement très peu de personnes qui sont concernées aujourd'hui par les assurances. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce que M. Bamba a dit? Oui, allez-y. À mes heures perdues, moi, j'écris. Donc, j'ai écrit 2 ouvrages. Mais dans le précédent, j'ai dit, et je l'ai dit, je le redis maintenant, est-ce que vous savez que tant que on n'aura pas réussi à améliorer le taux de pénétration, tant qu'on n'aura pas réussi à l'améliorer, la problématique de la confiance se posera toujours. Elle ne se réglera jamais. Parce que, vous savez, quand je prends une assurance automobile, pour l'assurer en moyenne, en dommages au tiers, il nous faut quoi? Pour un véhicule de 8 à 10 chevaux, vous en avez pour quoi? Maximum 100 000, en tout cas entre 100 et 150 000 francs CFA. Lorsque un pare-choc de véhicule est cabossé, ça vous envoie minimum 200, 300, 400, 500 000. Ça, je parle des coûts qui ne sont pas trop importants. Vous pouvez en avoir 1 million en fonction de la nature du véhicule. Prenez 100 000 et prenez 1 million de sinistres à payer.
Donc, c'est dire que la problématique de la confiance que les populations posent, elle est vraie, mais je vous assure, si on ne comprend pas qu'il faut que les populations s'assurent davantage et qu'on réussit à le faire, ceux qui sont déjà assurés, ils vont toujours se plaindre parce que ce n'est pas de la magie. Hein, parce qu'on a dit que l'assureur, il collectait en fait, il gère la prime que les gens mettent ensemble. C'est ça. Bon, si j'ai 1 million de primes et que je dois régler 100 millions de sinistres, je ne pourrai jamais faire ça. Et il n'y aura pas de miracle. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, le message, il faut que les gens comprennent pourquoi ils doivent s'assurer. Parce que quand on ne s'est pas assuré, il ne faut pas venir se plaindre après que l'assureur ne peut pas régler, parce que l'assureur ne pourra jamais régler un sinistre dans ces conditions-là. En tout cas, s'il le règle, il va en régler pour 2 ou 3. On se retrouvera dans une sorte de pyramide de Ponzi où on va en régler 2 ou 3 et après, la machine se sera tarée. Donc, c'est pour dire qu'il faut mettre les deux en relief. Et c'est pour ça que moi, je dis, on doit s'adresser à tout l'écosystème. D'accord. On parle aux populations, assurez-vous. On parle aux assureurs. Quand les populations vont s'assurer, il faut que vous réglez les sinistres. Il faut que l'État, les communicants, les leaders d'opinion... En fait, c'est pour ça que moi, je dis souvent que pour qu'on réussisse ce qu'on est en train de faire là, il faut que chacun soit en train de faire son job. Que les populations soient en train de s'assurer sans se poser des questions, en tout cas au départ, et que les assureurs puissent avoir les primes qu'il faut pour indemniser, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si c'est une seule personne à qui on parle, ça ne réglera jamais le problème. Je souhaiterais rajouter à ce point-là, il y a effectivement le nombre de personnes qui vont être assurées, qui permet de diversifier le risque pour l'assureur. Mais en fait, il y a une question de coût de l'indemnisation. Quand on regarde en assurance santé, en assurance auto, il y a un gros sujet. Si vous êtes en assurance santé, nous, on le voit, nos salariés, on leur donne une couverture santé à 100%. Et on va avoir le sentiment, quand on regarde les chiffres, que dans les hôpitaux où vont se rendre les salariés, on va avoir une inflation des soins. Et ça pose un problème de rentabilité pour l'assureur. Exactement. Les gens vont avoir, les prestataires vont avoir l'habitude de pouvoir gonfler en fait les charges. Comme vous êtes assuré à 100%, si vous venez que vous toussez et que vous devez juste faire une consultation, on va vous dire non, il va falloir faire une prise de sang, peut-être faire un scanner, faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez. C'est ça. Tout ça parce qu'on se dit, il y a un assureur derrière. Exactement. Sauf que c'est un coût derrière. Exactement. Et qui peut mettre l'assureur en difficulté. Et c'est la même chose pour les véhicules. Exactement. Vous allez avec votre véhicule, vous avez vous avez un dommage qui peut être réparé à un coût relativement modeste. Comme vous êtes assuré, le garage il va avoir tendance à vouloir gonfler en disant « Oh, ben de toute manière, l'assurance va gérer. » Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un challenge pour vous, les assureurs, parce que comment est-ce que vous réussissez à avoir des contrôles qui soient les plus adaptés possibles? Donc, ça veut dire aussi mieux digitaliser les process, mettre des nouveaux mécanismes de contrôle pour que, en temps réel, vous puissiez avoir un suivi qui permette de baisser le niveau de charge et faire en sorte que ce soit le plus possible de faire des produits qui soient rentables. Et si cette rentabilité augmente, vous pouvez éventuellement baisser le prix. Donc, comme il disait, c'est une dynamique. Et c'est en mettant bout à bout l'ensemble des éléments de cette chaîne-là qu'on peut avoir la possibilité de pouvoir attirer encore plus de gens. D'accord, c'est bien compris. Alors, selon vous, quel impact l'assurance accessible à tous pourrait-elle avoir sur le développement économique et social, notamment dans les milieux ruraux ou les zones à faible revenu? Et ça, c'est une question tout d'abord pour M. Bamba. Ensuite, je laisse M. Akou-Girard donner ses impressions et M. Dochamou également. Pour moi, l'assurance accessible à tous, ça veut dire qu'on va toucher un plus grand nombre de personnes. Si on touche plus de personnes, ça veut dire un volume de primes collectées qui va être beaucoup plus important. Et donc, ça veut dire que les assureurs auront à disposition une manne financière beaucoup plus importante. Effectivement, cette manne-là a vocation à être utilisée pour les indemnisations en cas de sinistre, mais en réalité, c'est aussi une manne qui devrait pouvoir être placée sur les marchés financiers. Et là, ça devient très intéressant parce que
Placer sur les marchés financiers, ça veut dire pouvoir placer dans des actions. Ça dépend de l'appétence au risque de l'assureur, mais surtout dans des obligations d'État. Donc, ça veut dire que plus on a d'assurés, plus on a la capacité de collecter des fonds qui pourront permettre aux assureurs de financer les États et les entreprises. Et là, on rentre dans quelque chose de très intéressant. Donc, l'universalisation en fait, du produit d'assurance a un intérêt clair sur le renforcement de la capacité de financement de nos économies. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est que si on arrive à assurer ces populations-là qui sont historiquement à l'écart du système, on renforce en fait leur bien-être général. Et là, il y a un impact également. On a vu tout à l'heure le premier cas avec l'ouvrier qui se retrouve sans revenu du fait d'un accident du travail. S'il parvient à avoir une indemnisation, le cours de sa vie, entre guillemets, continue. Donc, il continue à consommer, il continue à payer ses factures, l'activité économique continue. Donc, grâce à ce schéma de redistribution-là, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce que quand on regarde dans pas mal de pays développés, les assureurs jouent un rôle considérable dans le financement des économies. Mais ce rôle-là, il est joué parce que l'assurance, c'est quelque chose de commun. Tout le monde assure sa maison. Tout le monde a une assurance complémentaire santé, en plus de l'assurance qui est mise en place par l'État. Les gens arrivent à s'assurer contre les risques professionnels. C'est une obligation. Imaginez si on commence à dire que tous les ouvriers qui sont sur les chantiers doivent avoir une assurance pour se protéger. Tous ceux qui vont être des professions libérales, on va avoir l'assurance santé, on va avoir l'assurance habitation. Bon, les assureurs seront contents parce qu'ils seront plus riches, mais il faut regarder plus loin. Ça va faire encore plus d'argent qui va être collecté et qui pourra être placé sur les marchés financiers. On ne sera pas riche. Non, oui, On c'est ne sera ça. pas riche. Non, mais il ne faut pas avoir honte d'être riche. Non, on ne sera pas riche. On ne sera pas riche parce que ce n'est pas de la... En fait, cette prime-là, nous la collectons pour le compte des assurés. Il y a un delta qui va vous revenir. Non, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Forcément, vous allez... Non, bien sûr. C'est autre chose, mais c'est pour les assurer avant tout. C'est OK. D'accord, c'est ce qu'on retient. Et vous, monsieur Akou Gérard, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, l'assurance a un réel impact, un impact social et un impact économique. Oui. Si on retourne dans le cas de M. Kodio, on se rappelle que M. Kodio a une fille. Et forcément, M. Kodio aime sa fille. Donc, justement, si M. Kodio avait souscrit une assurance études, par exemple, qui permet de financer donc, les études de son enfant, d'assurer la continuité dans des études de son enfant. En cas de départ de Kodio de manière prématurée, l'enfant, la compagnie d'assurance, un service en l'occurrence, c'est un service qui s'agit, un service en l'occurrence, prend le relais. En cas de disparition même de M. Kodio, M. Kodio a une femme qu'il aime beaucoup, c'est ce qu'on a dit. Donc, par amour, M. Kodio peut souscrire un produit de type prévoyant décès qui permet donc de donner de l'argent en cas de disparition à son épouse. En réalité, l'impact social, on réduit donc la vulnérabilité de ces personnes avec des produits que nous avons. Il y a également des produits d'épargne parce qu'il il a fait un accident, forcément il aura besoin de ressources de ses économies. Donc, il avait un contrat de type épargne également avec NCA. Il aurait donc pugé dans cette épargne-là pour pouvoir souscrire, pour pouvoir aider donc sa famille. L'impact économique également, comme l'a dit Bamba, est notable et est très important. En réalité, les compagnies d'assurance, par les primes collectées, on participe au financement et au développement économique de la Côte d'Ivoire. En souscrivant à des obligations, en faisant des dépôts, donc en permettant aux banques d'avoir des ressources longues. Et ces ressources longues sont utilisées par les banques pour faire des prêts. Donc le crédit que tu as, le crédit à la consommation que tu as, ça peut être lié donc à des ressources collectées par une compagnie d'assurance qui l'a déposée pour un placement au sein de la banque et la banque utilise justement pour pouvoir faire des crédits à la consommation. Donc, l'impact économique est réel. L'autre impact, c'est plutôt pour la non-vie. On a, en tant qu'entrepreneur, on a des actifs. Donc, on a des biens, on a des outils de production. Donc, justement, avoir donc
une assurance qui couvre un peu ces outils de production là, permet forcément de donner plus de résilience, permet à l'entrepreneur d'avoir les moyens de prendre plus de risques. Donc, on a un impact social et un impact économique. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, pour ceux qui nous regardent, souscrire à une assurance, ce n'est pas uniquement se protéger soi, c'est protéger les autres, c'est protéger sa famille, assurer son avenir, mais aussi la liberté, celle de prendre plus de risques, d'accroître son revenu, mais également de pouvoir se projeter pour sa famille, pour son business, pour les autres. On revient tout à l'heure pour la 3e et dernière rubrique de ce podcast NCIA 5 sur 5. Alors, la prochaine question, elle est donc, quelle solution ou approche pourrait, selon vous, aider à renforcer la confiance, car on parlait de confiance tout à l'heure, la confiance des populations envers les assurances et favoriser enfin leur adhésion? Au regard de la situation de Kojo, par exemple, qui a entraîné son immobilisation de 2 mois, des frais médicaux élevés et une perte de revenus, une couverture d'assurance aurait pu l'aider à mieux faire face à ces difficultés. Vous avez parlé d'assurance vie tout à l'heure. Quelle assurance spécifique pensez-vous que Kojo aurait pu avoir en amont pour éviter de se retrouver dans une telle situation? Monsieur Dochamou, je vous laisse la parole. Alors, donc, je pense que pour répondre à cette question, comme on veut être simple, la première des choses, Kojo aurait pu souscrire à une assurance prévoyance, comme il a dit, comme il aurait pu souscrire à une assurance contre les accidents corporels, qui permet donc à tout individu de bénéficier d'une garantie, de 4 types de garanties, notamment un capital de décès au cas où il décède, qui est reversé, comme Gérald l'a dit tout à l'heure, à ses ayants droit, un capital d'invalidité qui permettrait, en fonction donc du taux d'invalidité qui aurait été défini par les médecins, de lui donner un capital pour lui permettre donc de gérer cela, et puis les frais médicaux. Et puis, en plus, on a aujourd'hui des forfaits indemnités journalières qu'on peut lui donner dans le cadre de cette assurance-là, pour lui permettre donc de couvrir le temps qu'il fera à la maison, parce que naturellement, il ne pourra pas aller travailler. Donc, assurance contre les accidents, prévoyance, il a parlé d'assurance études, et M. Bamba a parlé de la mutuelle habitation. S'il avait souscrit à une mutuelle habitation, je pense que ça, là, pour le coup, pour Kojo, il n'y a pas eu de sinistre, mais imaginez qu'en plus de ça, il y avait un dégât des eaux, mais il y a quelque chose qui arriverait, ce serait la totale. Voilà. Effectivement. Donc, je pense que si déjà M. Kojo ou M. Tout le monde peuvent déjà souscrire une assurance contre les accidents corporels. Vous savez, cette assurance, ça ne coûte qu'en moyenne 10 000 francs toute l'année. D'accord. 10 000 francs toute l'année. Je pense que comme M. Bamba et Gérald l'ont dit tout à l'heure, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et c'est une question de vision, une question d'intérêt in fine. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur Dochamou. Quelque chose à rajouter sur vos précédents conseils, Monsieur Akou-Gérard? Ça ira? Non, l'assurance, c'est pour tous. C'est pour tous. C'est que l'assurance, il y a la responsabilité, c'est vrai, mais en réalité, c'est un acte d'amour. D'accord. Un acte d'amour pour ses proches, pour sa famille. On peut espérer que lorsqu'on part de manière prématurée, que le cousin, le frère ou l'oncle va se préoccuper de ses enfants. En réalité, aujourd'hui, de plus en plus, cette solidarité-là commence à diminuer en Afrique. Donc, par amour, on s'assure pour justement préserver de la perte financière liée donc à ma disparition. Parce que moi, en tant qu'homme, c'est moi qui suis les principaux pourvoyeurs de fonds. Donc, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma famille. J'ai de l'amour justement à offrir à ma famille, et je traduis cet amour-là en étant prévoyant grâce à l'assurance. Pour les études, pour la prévention décès et pour l'épargne. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Akou-Gérard. Je me tourne maintenant vers Monsieur Bamba. Alors, tout à l'heure, vous parliez de financement de l'économie au profit des assurances, des assurés également. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, et comment est-ce que vous verrez une synergie entre Wave Côte d'Ivoire, par exemple, et les compagnies d'assurance telles que NCIA pour justement atteindre cet objectif de faire en sorte que l'assurance devienne plus inclusive et qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation, de connaissances là-dessus, sur les produits d'assurance et de souscripteurs du coup?
Merci. Euh, le point peut-être final, c'est de retenir que les assureurs, que ce soit en non-vie ou en vie, vont collecter des montants. Oui. Ces montants-là vont servir à indemniser, mais entre le moment où ils sont collectés, que ces montants-là sont collectés et le moment de l'indemnisation, il y a un certain temps qui s'écoule. Et ce temps qui s'écoule-là peut être mis à profit par les assureurs pour réaliser un certain nombre de placements. Donc, ces placements-là peuvent se faire sur des comptes bancaires via des dépôts à terme, peuvent se faire en souscrivant à des obligations d'État notamment, et en réalité concourir à financer l'économie. Et une fois qu'on a dit ça, ça devient très intéressant si on est capable d'avoir des montants d'un certain volume et donc d'avoir beaucoup plus de clients possible. Et donc d'avoir beaucoup de clients pour un nombre très important d'offres. Donc, on a parlé beaucoup d'assurance santé, assurance habitation, il y a tout ce qui va être responsabilité civile, etc. Mais on a aussi de l'autre côté tous les produits vie qui vont être relatifs au financement des études supérieures, qui peuvent être relatifs à des retraites complémentaires. Donc, dès qu'on dit ça, on se rend compte qu'on se retrouve au point de départ qui est comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte qu'il y ait la pénétration la plus importante possible de ces produits-là. Et là où des acteurs comme nous sont en capacité d'apporter quelque chose, c'est qu'on est quelque part venu avec des solutions relativement nouvelles, avec des mécanismes relativement nouveaux, et on a réussi à aller un peu partout dans le pays. L'expérience qui est la nôtre nous permet de penser que pour pouvoir favoriser l'adoption des produits, il faut aller au plus près des populations pour présenter le produit. Le deuxième point qu'on note dans notre expérience, c'est qu'il faut, une fois qu'on va au plus près des populations, être capable d'échanger et être présent dans la durée pour pouvoir bénéficier des retours d'expérience, pour pouvoir améliorer continuellement, mais pour pouvoir également convaincre. Le troisième point, c'est l'expérience client. Et l'expérience client, on a à minima deux éléments. Il y a l'expérience client lorsqu'on est confronté à un problème. Donc, nous, on l'adresse avec un call center qui permet de répondre à l'ensemble des préoccupations. On l'adresse également à travers le mécanisme de souscription. Donc, si pour souscrire, on doit remplir 50 papiers, renseigner 7 fois son nom, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Si la souscription se fait en quelques clics pour manifester sa volonté, on augmente les chances de faciliter l'adoption du produit. Donc, en réalité, c'est une transformation globale du mécanisme de commercialisation qui est en jeu sur un secteur qui est mature, qui a fait ses preuves, qui soutient les économies, mais qui arrive dans une situation où il faut peut-être changer la manière de faire pour aller vers d'autres types de clients. Et ça va être la masse essentiellement. Donc, pour moi, ça va reposer sur, d'une part, la qualité de l'expérience client. Donc, c'est le parcours client, la souscription, les mécanismes de traitement des sinistres et les indemnisations associées. Ça va être la capacité de commercialiser à travers une approche beaucoup plus corps à corps. Et pour le faire, effectivement, des acteurs comme nous sont en capacité de constituer des plateformes qui vont pouvoir rapprocher les assureurs des populations. Mais une fois qu'on a dit ça, le dernier challenge que je vois va résider dans la capacité à le faire avec un niveau de pricing qui soit le plus attractif possible, parce que ça reste très important. Les gens on est dans des économies relativement pauvres, il faut l'accepter, même si on espère tous que ça change. Mais une fois qu'on a la question du pricing, de l'autre côté, il y a la question du coût. Et la question du coût, on peut l'adresser à travers la baisse d'un certain nombre de charges via notamment la digitalisation, mais également en ayant un meilleur monitoring des tiers qui vont être associés. Donc, tout à l'heure, on a parlé notamment pour ce qui va concerner l'assurance santé
du rôle que joueront les centres de santé. Mhm. Il faut éviter les abus. Les mécaniciens pour l'assurance auto, éviter les abus également. Et puis, on va avoir toute une série d'éléments comme ça qui peuvent permettre de pouvoir mieux contrôler les charges et assurer un niveau de rentabilité satisfaisant qui permet à l'assureur d'avoir plus de confort lorsqu'arrive le moment de l'indemnisation. D'accord. Et ça concourt aussi à la confiance. Donc, c'est vraiment un processus de transformation très, très large, en fait, Mhm. et qui repose sur un ensemble de piliers. D'accord. Et il faudra qu'il soit réglementé pour être sûr qu'il n'y a pas d'abus et de débordement. Sinon, ça risque de fausser aussi le processus. Je pense que la réglementation Déjà, est présente. C'était déjà Elle est forte. très réglementé. Certains disent qu'elle est trop forte. D'accord. Mais je pense effectivement qu'il faut que les régulateurs Mhm. s'adaptent un peu plus à la tournure des choses dans l'environnement dans lequel on est. Ok. On est dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Les gens ont accès à des smartphones à minima 50% Mhm. de la population. La pénétration d'Internet est très importante. La manière de communiquer doit pouvoir changer. La manière de vendre des produits doit pouvoir changer. On doit pouvoir s'adapter à la signature électronique. Les validations doivent pouvoir se faire à distance. Je pense que le tout papier doit être considéré comme une option du passé. C'est vrai. Et ça, c'est un gros challenge. Et je pense que il faut que les régulateurs acceptent qu'on est rentré dans une nouvelle ère Mhm. et qu'ils acceptent les apports de ces nouvelles technologies-là qui font leurs preuves partout dans le monde. Et on ne peut pas rester en reste, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bamba. Merci, Monsieur Akou Gérard. Et merci à Monsieur Dochamou Magloire. Ça y est, nous sommes à la fin de ce premier épisode du podcast NCIA 5 sur 5 sur la thématique l'assurance inclusive ou accessible à tous. Malheureusement, c'est terminé, mais nous nous reverrons pour un prochain épisode très bientôt. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cette conversation avec nos experts qui nous ont fourni des détails importants sur ce qu'est l'assurance et les différents types d'assurance auxquels nous pouvons aspirer en tant que citoyens. Et j'espère que vous irez, après cet épisode, souscrire à une assurance, peu importe laquelle, chez le groupe NCIA. Merci à tous et à bientôt. NCIA, le vrai visage de l'assurance.